Bonjour, ici Sophie Marchand, experte en modélisation d'affaires pour le CFO masqué. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil dans Excel qui va vous servir à gérer votre trésorerie. Alors, je me lance tout de suite dans les explications. Dans votre fichier Excel, vous allez retrouver certaines pages de documentation. La première étant la feuille d'avertissement, celle que vous regardez à l'écran en ce moment. Donc, ça vous dit que vous devez utiliser une version Excel 2007 et plus notamment, et on vous explique ce que vous êtes autorisé à faire et ne pas faire avec ce fichier, parce que c'est un fichier qui n'a pas de protection, donc vous pouvez changer toutes les formules, mais on ne vous le recommande pas. L'onglet suivant, c'est un onglet d'instructions. Alors, toutes les instructions que je vais vous donner dans la vidéo, elles sont écrites dans cet onglet-là. Alors, ça vous donne vraiment la marche à suivre et si vous avez une question pendant que vous êtes en train d'utiliser l'outil, vous devriez vous y référer. Et finalement, c'est le tout dernier onglet qui est l'onglet d'aide. Donc, si vous avez des questions et que vous n'avez pas trouvé les réponses ni dans la vidéo ni dans les instructions, on vous invite à cliquer sur la page suivante et ça va vous amener sur notre site web et sur cette page, vous pourrez poser vos questions. Et si vous voulez faire modifier l'outil, on vous invite à communiquer avec nous par courriel ou si vous voulez faire construire un autre outil semblable, on vous invite aussi à communiquer avec nous par courriel. Alors ça, c'est pour la poutine. Maintenant, on va tomber dans l'outil comme tel. L'outil, c'est un outil de gestion de trésorerie. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un outil qui va faire des prévisions sur ce que devrait être votre trésorerie dans les prochaines semaines, les prochains mois. Alors d'abord et avant tout, vous devez vous rendre dans l'onglet qui s'appelle Paramètres, dans lequel vous allez notamment entrer le nom de votre entreprise. Alors ce nom-là sera repris dans les autres feuilles du fichier Excel. Vous devez ensuite choisir la périodicité de vos prévisions. Donc, est-ce que vous voulez faire des prévisions hebdomadaires ou mensuelles? Généralement, quand on parle de trésorerie, probablement qu'on va préférer hebdomadaire. Vous devez inscrire l'année pour laquelle vous faites les prévisions, donc l'année dans laquelle vous vous trouvez. La période de début, ça va dépendre du choix de périodicité. C'est-à-dire, si vous avez choisi de faire des prévisions hebdomadaires, ici, vous allez rentrer un chiffre de 1 à 52, donc qui représente les semaines calendrier. Et si vous avez choisi mensuel, bien, vous allez choisir un chiffre de 1 à 12 qui représente les mois calendrier. Et au niveau des semaines, il faut savoir que les semaines débutent le dimanche dans cet outil. Alors moi, je vais choisir 1. Et par la suite, vous devez inscrire le solde en caisse du début, donc celui qui se trouve dans votre système comptable, qui est en fait le net de votre encaisse moins les découverts bancaires. Et même chose pour les chèques en circulation, vous devriez y entrer le montant net. Alors, je vais faire ça comme ça. Et donc ça, c'est vraiment tout ce que vous avez à faire en guise de paramètres pour votre outil. Par la suite, vous allez retrouver deux onglets, flux de trésorerie et tableau de bord. Évidemment, tant et aussi longtemps que vous n'avez pas nourri votre outil avec des données, ça ne sert à rien de consulter ces deux onglets-là parce qu'ils ne seront pas garnis. Alors, vous devez vous rendre à l'onglet Revenus récurrents pour commencer votre entrée de données et tous les onglets suivants. Alors, l'onglet Revenus récurrents, c'est l'onglet dans lequel vous allez mettre vos revenus récurrents, comme le nom l'indique. Alors, vous allez inscrire le nom d'un client qui vous fait un paiement récurrent, la description, à quel jour du mois le client fait le paiement. Donc, on va dire par exemple au 10 de chaque mois et il fait un versement de 2500. Vous avez un autre client, client B, vous l'inscrivez juste en dessous. Et lui, il vous fait un paiement en fin de mois. Mais évidemment, en fin de mois, il y a une fin de mois différente pour chacun des mois. Donc, vous allez cliquer tout simplement sur Fin pour s'assurer que l'outil le mette au bon endroit. Et là, on va dire, par exemple, 3500. Et supposons que vous avez un troisième client qui fait des paiements récurrents. Vous allez entrer, par exemple, au 25 de chaque mois, 4000 $. Donc, vous voyez qu'on fait simplement placer le curseur en dessous de la dernière ligne pour entrer des informations supplémentaires.
Alors, évidemment, si jamais votre client, dans la période de prévision que vous faites, si votre client ne fait plus ce genre de montant-là, vous devrez venir supprimer la ligne en question. Donc, supposons que le client B ne fait plus de paiement récurrent à la date de prévision de votre trésorerie. Vous venez tout simplement sur la ligne avec le bouton droit de la souris et vous cliquez sur Delete Table Rows ou supprimer les lignes de la table en français. Alors voilà pour revenus récurrents. Ensuite, on va aller dans l'onglet Autres revenus, donc tout ce qui n'est pas revenu récurrent, et vous allez inscrire le nom du client, la description, la date de la facture, le montant de la facture. Et si le client, par exemple, vous versait le tout en 2 versements, vous allez inscrire la date du premier versement avec le montant et la date du deuxième versement avec le montant. Vous voyez qu'on peut aller jusqu'à 4 versements. Alors, je pense que dans la réalité, on ne va jamais aussi loin que ça, mais l'outil vous permet d'aller aussi loin. Et du moment que vous avez inscrit le total du montant dû, vous allez voir les cellules rouges disparaître. Alors, supposons qu'on a un autre client qui, pendant la période de prévision, nous doit un montant pour une facture du 5 mars. Et supposons que lui, il paie en une seule fois le plein montant. On peut le rentrer, 1500, on peut le rentrer ici comme ça. Donc, pas plus compliqué que ça. Ça, c'est pour les revenus. Maintenant, pour les frais récurrents, donc les dépenses qu'on fait de façon récurrente, on va d'abord et avant tout rentrer un nom de fournisseur, une description. On va rentrer un jour du mois où on fait le paiement en question et le montant. Et s'il y en a plusieurs, encore une fois, on va les inscrire les uns à la suite des autres. Voilà. Dans l'onglet suivant, donc, on sera dans les frais non récurrents, toutes les autres dépenses ponctuelles et les autres investissements. Alors, supposons que je vais rentrer un nom de fournisseur, une description, la date de la facture, le montant de la facture, la date de paiement. Vous voyez, encore une fois, on a le même principe. On peut aller jusqu'à 4 versements. En supposant ici qu'on a fait le paiement, on va faire le paiement en un seul montant, on va dire mars 25 par exemple, 1000, et un autre fournisseur par exemple, oups, vous voyez, il y a un outil de contrôle, donc quand on rentre un format qui est non valide, pas de problème, l'outil va nous dire, Excel va nous dire que ce n'est pas dans le bon format, alors on va pouvoir le corriger. Voilà, donc vous inscrivez chacune de vos dépenses et chacun de vos investissements. Par la suite, vous pouvez passer à l'onglet suivant. Dans cet onglet, ce sont toutes les dépenses liées aux employés, donc des comptes de dépenses par exemple ou des cartes de crédit corporatives. Alors, imaginons un employé qui a un compte de dépenses et on va le payer cet employé-là soit par chèque, débit direct, virement bancaire. Et il y aura donc un montant, des explications et on doit inscrire la date à laquelle on croit que le tout va passer. Et on fait ça pour chacun des employés concernés. Donc, on pourrait choisir ici carte de crédit. On pourrait choisir par chèque, 500 et 2016, avril 3. Alors, vous inscrivez évidemment toutes les informations nécessaires dans cette section avant de passer à la section suivante qui s'appelle « Autres éléments ». Alors, « Autres éléments », il y a 3 tableaux ici. Le premier tableau, ça concerne les taxes, les crédits d'impôt, les impôts. Et vous voyez une note en jaune, on dit « montant positif », c'est une sortie de fonds parce qu'évidemment, on est dans les sorties de fonds ici. Et un montant négatif, ce serait donc une entrée de fonds. Alors, supposons qu'on dit qu'on va recevoir un crédit d'impôt avec une description. Ça veut dire que le montant
on le met négatif parce que c'est une sortie de fonds négative. Autrement dit, c'est une entrée de fonds. On va entrer la date. Et on va faire la même chose donc avec les taxes, les impôts et ainsi de suite. Dans la table du centre, on va y aller avec les dettes qui ont des paiements fixes et réguliers. Donc, on aurait par exemple des dettes capital et intérêt fixes. C'est ici qu'on entre l'information. Si on a une dette capital fixe et intérêt variable, on va rentrer la portion fixe ici et la portion variable irait plutôt dans le troisième tableau. Alors, commençons avec celui-ci. On va rentrer une description. La fréquence des versements, on va dire par exemple mensuel. On va dire ensuite le montant, donc mettons 1000 $. La date d'un des versements. Donc, si cette dette-là date d'il y a longtemps, on va mettre une date passée et l'outil va savoir à partir de cette date-là, puisque c'est mensuel, quand repasser le montant de 1000 $. Donc, on va dire que le 26 décembre 2015, il y avait eu un montant de passé. Donc, ça veut dire qu'à chaque 26 de chaque mois, on va repasser le montant de 1000 $. Dans la dernière section, donc, encore une fois, faites attention, les montants positifs, ce sont des sorties de fonds, les montants négatifs, des entrées de fonds. Donc, description, montant et date. Donc ici, ça pourrait être, comme je disais tantôt, les intérêts variables, les pénalités, les choses comme ça. Et le dernier onglet d'entrée de données, ça concerne la paye. Alors faites attention, vous avez un premier tableau ici et à la droite, vous avez un deuxième tableau. Alors faites gaffe de ne pas oublier le deuxième tableau. Le premier concerne le calendrier de paye régulière. Alors vous choisissez une périodicité. Habituellement, la paye, c'est aux 2 semaines, donc on pourrait choisir aux 2 semaines. Vous avez ensuite à choisir une date d'une paye antérieure pour que l'outil puisse faire les prévisions correctement. Donc, sachant qu'on a versé une paye, par exemple, en fait, je vais mettre 2015, le 27 décembre 2015, eh bien, l'outil va pouvoir faire mes prévisions correctement. Ici, donc, je dois rentrer les informations par rapport à mes employés. Je vais juste changer mon langage ici. Employé 1. Salaire de base, on va dire 55 000. La date de début, on va supposer que cet employé-là a commencé chez nous en janvier 2013. Et est-ce qu'il va terminer son emploi dans la période de prévision? Donc, moi, dans ma période de prévision qui commence début 2016 pour 26 semaines, je ne prévois pas que cet employé-là va quitter. Alors, je ne mets pas de date de fin. Je prévois par contre que dans cette période, je vais lui accorder une augmentation de salaire et ce sera sans doute le 15 février. Alors, je vais le marquer ici. Et là, je vais faire la même chose pour chacun de mes employés. Donc, on va en ajouter un deuxième. On va mettre 50 000. On va dire qu'il a débuté chez nous en juin 2014. Puis on va prévoir que lui, pendant la période de prévision, il va terminer chez nous en avril. Tiens, on va faire une date juste. Le 1er avril 2016, et ce ne sera pas un poisson d'avril. Et on va lui ajouter les avantages sociaux. Et pas d'augmentation annuelle prévue. On ne célébrera pas, on ne soulignera pas son départ avec une augmentation de salaire. Alors, à la droite, touchez pas à ces cellules-là, ça se calcule automatiquement en fonction de ce que vous avez inscrit. Donc, vous voyez que notre employé ici qui quitte en avril, évidemment, les payes sont aux 2 semaines, donc il y a de l'argent qui doit sortir pour payer cet employé-là jusqu'à 11 avril 2016. Mais on voit que par la suite, il n'y a plus de montants qui sont versés. Finalement, vous avez la dernière table. Dans la dernière table, vous avez tout ce qui est les montants non réguliers dans la paye, donc des bonis ou des argents versés pour terminaison d'emploi, des choses comme ça. Si vous en prévoyez pendant la période de prévision, vous inscrivez la date, l'explication et le montant versé en question, tout simplement. Alors ça, c'est pour la partie entrée de données. Vous avez maintenant complété chacun des onglets.
Et ce que vous pouvez faire maintenant, c'est consulter votre onglet Flux de trésorerie. Donc, vous allez voir pour vos 26 semaines, à compter de la date que vous avez spécifiée dans vos paramètres, vous allez voir les résultats pour 26 semaines. Si jamais vous avez des dièses et que la colonne n'est pas assez large, vous pouvez l'élargir. Donc, vous pourriez sélectionner, par exemple, l'ensemble des colonnes et vous assurer qu'elles sont assez larges pour voir les résultats. Et on présente l'information de la façon suivante. Les entrées de fonds, donc par catégorie, le total des entrées de fonds, et ensuite les sorties de fonds, le total des sorties de fonds. On a ensuite la variation de l'encaisse, le solde de l'encaisse au début et le solde de l'encaisse à la fin. Et si vous le souhaitez, vous pouvez inscrire des notes à la suite de votre tableau. Alors ça, c'est pour les flux de trésorerie si vous voulez vraiment les consulter sous forme de tableau. Et si vous préférez quelque chose qui ressemble plus à un tableau de bord, bon, ici on a été un peu agressif, je vais aller juste, comme c'est un exemple, j'ai mis des chiffres au hasard, quelque chose d'un peu plus, je voudrais que ça monte un peu plus près de la réalité. On va se mettre par exemple ici 3000. Alors, probablement que ça pourrait être plus près de la réalité. Ce qu'on dit, c'est quand même une grosse chute de 830% en 26 semaines. C'est-à-dire qu'on est parti avec une encaisse de 2000 $ au 29 décembre 2015. On a abouti avec un encaisse négatif, ou on va aboutir avec un encaisse négatif, devrais-je dire, de 16 605 $ au 21 juin. Ce qui fait une variation totale d'encaisse sur les 26 semaines de 18 605. Alors, on a l'explication en détail en dessous. Évidemment, le vert représente les entrées de fonds, le rouge représente les sorties de fonds. Et vous avez donc pour chacune des dates les entrées, les sorties de fonds. Et la ligne en blanc représente la courbe de l'encaisse de fin. Donc, vous pouvez vous référer à la légende. Donc, on est parti à 2000 $ et on a atterri, ou on atterrira, devrais-je dire, à moins 16 605 $. La partie de droite de votre tableau de bord, c'est quand vous voyez quelque chose sur votre graphique qui vous intrigue. Par exemple, vous dites ici, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Vous regardez, en pointant votre curseur, vous voyez que le 9 février 2016, il y a une sortie de fonds de moins 13 119. Ça vous semble curieux. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir sortie de fonds. J'ai déjà oublié la date, le 9 février. Vous allez choisir le 9 février et on va vous expliquer que le 13 119, ben c'est de la paye. Donc, cette semaine-là, il y a de la paye et c'est ce que représente le montant. Vous pouvez faire la même affaire pour les revenus. Donc, ici, au 23 février, il y a 9 500 $ d'entrée de fonds. Donc, entrée de fonds. J'ai dit revenus, je devrais dire entrée de fonds. 23 février. 23 février. Et ici, bon, c'est un peu dommage, j'ai pris deux exemples où il y a juste un élément, mais s'il y avait d'autres éléments, on verrait les éléments en question. Alors, j'espère que ça vous donne un bon aperçu de l'outil et que vous allez l'utiliser judicieusement. Et je vous souhaite bonne chance dans la gestion de votre trésorerie.